Aujourd'hui, je m'entretiens avec Dr Marc Dauphin. Dr Dauphin nous parle du rôle qu'il a joué en Afghanistan et en Allemagne. Monsieur Dauphin, bonjour, bienvenue à l'émission Sur la ligne de combat. Merci, madame. Merci beaucoup de nous accorder une entrevue. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Bien, je vous remercie, vous êtes bien gentille. Monsieur Dauphin, d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des forces? J'avais 19 ans et j'avais besoin d'argent. J'avais eu un emploi d'été qui était moins rémunérateur que les années précédentes. Alors, je me suis vu manquer d'argent, même avant Noël. Alors, certains de mes amis, des camarades de classe, s'étaient enrôlés dans les forces armées. Alors, j'ai dit, hey, c'est une bonne idée, ça. Alors, je me suis enrôlé comme ça, sans penser à l'avenir. Et bien, c'est ça, sans penser à l'avenir. Donc, vous n'aviez pas de plan de carrière nécessairement? Absolument pas. Tout ce que je connaissais des Forces armées, c'est ce que j'avais vu dans les films d'Hollywood ou à la télévision. Alors, je ne connaissais rien là-dedans. Et j'ai terminé mes études. J'ai servi les 3 ans obligatoires. J'en ai même servi 4. Et puis, à ma grande surprise, je me suis mis à aimer ça. Je trouvais ça fantastique. On jouait avec des grosses bebelles, puis on s'amusait beaucoup. Et puis, c'était pas une médecine très stressante. Mais c'était des conditions de travail là, qui étaient fantastiques aussi. C'est sûr qu'il y a des moments où on devait partir de chez nous pour 2-3 mois à la fois, dans des gros exercices dans ce temps-là. Mais moi, j'adorais. Cependant, il y a une dame qui aimait moins ça, mon épouse, qui, nous avions 2 jeunes enfants, et puis souvent, elle était toute seule. Puis c'est un fardeau qui est lourd à porter, surtout avec une jeune famille. Alors, on en a parlé, puis je suis sorti des forces régulières, puis je me suis réenrôlé dans la réserve comme civil. Je faisais de la médecine de famille à Montjoly, dans le Bas-Saint-Laurent. Mm-hmm. Et puis, après ça, je me suis aperçu que je n'aimais pas ça, la médecine de famille. En fait, je détestais ça. Et c'est Christine, mon épouse, qui m'a dit, écoute, quand tu pars pour travailler, tu es toujours un marabout un peu, puis ça te pèse d'aller travailler. Elle dit, quand tu pars pour aller à l'urgence, tu es enthousiaste, tu as l'air d'avoir du fun, etc. Et puis, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup l'urgence. Alors, j'ai arrêté la médecine de famille après quelques années seulement. Et puis, j'ai fait de l'urgence seulement à Rimouski, et puis ensuite à Sherbrooke. Et puis, ça a été ma carrière de faire de la médecine d'urgence, tout en demeurant réserviste. Et c'est en 2006 que les Forces armées, ça commençait à jouer dur pas mal en Afghanistan. Et les médecins de famille dans les Forces armées ne sont pas tous formés en urgence. Alors, c'est difficile passer d'une pratique de médecine familiale, les médecins me comprendront, là, où tu vois Mme Simard, M. Tremblay, etc., et de tomber dans une urgence, une grosse urgence, où tu as 4-5 patients qui luttent pour leur vie en même temps. Tout coordonner ça, etc. Donc, ils ont fait appel à des gens d'expérience. Je pense à un de mes amis d'Edmonton, Will Patton, qui ont fait revenir dans les forces, etc. Alors, ils m'ont demandé à moi aussi, d'abord d'aller en Allemagne pour stabiliser les patients pendant 6 mois. Donc, stabiliser les patients qui arrivaient d'Afghanistan et la halte. C'était en Allemagne où on les restabilisait avant de les remettre sur un avion pour les ramener au Canada. Alors, la mission qui était supposée durer 6 mois, peux-tu rester un mois de plus, peux-tu rester un mois de plus, s'est prolongée pendant presque 1 an. Et aussitôt que je suis revenu à la maison, on m'a demandé, est-ce que tu prendrais l'hôpital en Afghanistan? On pense que tu es capable, surtout tu es francophone. Alors ça, c'était ma qualification première. J'étais francophone. Alors j'ai accepté. J'en avais déjà discuté avec Christine. J'avais déjà exprimé mon désir, ce serait possible. Sauf que j'ai demandé de me reprendre comme régulier. Alors, à 55 ans, j'ai dû me réenrôler comme régulier. J'ai dû satisfaire aux exigences physiques. Là, c'était pas trop difficile. J'ai la chance d'être en pas pire forme. Alors, ça n'a pas été très difficile. Et puis, ils m'ont préparé pendant à peu près 6-8 mois. Et puis, je suis retourné en Afghanistan. Puis, la préparation, justement, est-ce que vous vous êtes préparé de la même manière
que la première fois où vous êtes parti en Allemagne? Non. La première fois d'être parti en Allemagne, surtout, il fallait que je me remette à jour sur les types d'appareils que les forces utilisent pour évacuer les patients sur des longues distances. Alors, j'ai dû aller à Trenton, me requalifier sur les Hercule, les C-130. Parce que vous avez une spécialité... Un médecin de l'air. Médecin de l'air. Médecin de l'air. Mais ma spécialité, c'était pas autant de m'occuper des pilotes, puis c'était pas du côté chasse, c'était surtout du côté prendre soin des patients qui sont critical patients, alors des patients qui sont... ça va pas bien, là. Alors... puis on en a eu quelques-uns, là. Oui, et ça allait bien avec ma carrière en médecine, qui a été surtout de l'urgence, puis même de l'urgence et des soins intensifs pendant un certain temps à Rimouski. Alors, j'étais prêt. Ça, j'aimais ça. Alors, donc, je me suis requalifié sur certains appareils parce que, comme médecin de l'air, tu fais partie de l'équipage au même titre que les autres qui sont à bord. Donc, il faut que tu saches toutes les manœuvres d'urgence, les circuits, comment c'est. Donc, tu te qualifies sur appareil par appareil. Et puis, ça, c'était ma préparation pour l'Allemagne. Ma préparation pour l'Afghanistan était plus longue. J'ai dû me remettre à jour dans beaucoup de domaines de la médecine d'urgence et les forces armées ont payé rubis sur l'ongle. Ils ont dit, ta job, c'est de te qualifier pour aller là-bas. Si tu penses que tu as besoin d'un cours, on te le paye. Alors, j'ai pris un paquet de cours comme ça pour me remettre à jour dans plusieurs sortes de choses. Et puis, les forces armées nous ont aussi préparés en rassemblant tout mon personnel qui venait de partout au Canada en un endroit pour un exercice de 3 semaines, je pense, dans lesquels, jour et nuit, on nous martelait de patients simulés et où on nous formait, on nous donnait de la formation sur la médecine de guerre. Parce qu'il n'y a pas d'autre place pour apprendre ça que dans ces situations-là. C'est sûr que l'année que j'ai passée en Allemagne aux soins intensifs à Landstuhl, ça m'a aidé énormément. Ça m'a remis à date en plein de notions de soins critiques. Et puis, ces 3 semaines-là, à Wainwright, en Alberta, ça nous a remis d'aplomb pas mal. Et ça nous a montré aussi les défauts, les erreurs qu'on faisait. Et puis, on est allé recorriger en prenant d'autres cours additionnels. Alors, ça a été très bien. Ensuite, les forces nous ont réunis au centre de simulation de l'Université McGill. 1 ou 2 mois plus tard, c'était juste avant Noël, avant de partir. Et puis, on a passé 2 semaines là, avec des journées super remplies, à faire des simulations, puis à discuter, puis à se préparer, puis à former des équipes déjà, des équipes de soins. Moi, j'aime ça travailler avec telle infirmière, tel médic, on s'entend bien tous les 4. Bon, alors, faire des équipes, déjà se préparer. Alors, on a eu une excellente préparation. Ensuite, on a eu des gens qui étaient là 6 mois avant nous autres, sont venus nous parler, puis nous dire, écoute, attends-toi à ça, attends-toi à ça, attends-toi à ça, il va se passer ci, ça, ci, ça. Donc, on avait une préparation supplémentaire. Puis ensuite, il a fallu faire notre préparation militaire, parce que nous sommes tous des militaires, donc tirer avec les armes qui nous sont attribuées, c'est-à-dire la C7, le 9 mm, faire des marches forcées, faire toutes les tâches que les militaires font. Il a fallu les faire, nous autres aussi. Puis rendu là-bas, parce que là, quand vous êtes allé en Afghanistan, c'est vous qui étiez en charge J'étais en charge de l'hôpital. Racontez-moi, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? La sévérité des blessures de guerre. Les blessures de guerre, c'est pas comme des blessures aux civils. J'avais plus de 30 ans d'expérience dans les urgences ici, aux civils, dont certaines urgences assez rock'n'roll. J'ai travaillé à Sainte-Justine, fait des stages à Sainte-Justine, j'ai fait des stages à Boston, j'avais fait des stages à Washington déjà. Et rien ne pouvait nous préparer à la sévérité des blessures qu'on retrouve à la guerre. Les armes de guerre, c'est fait pour briser, déchirer, arracher, perforer, exploser. Et ça fonctionne, croyez-moi. Donc ça m'a frappé beaucoup. Et ça prend à peu près 3 ou 4 jours, puis on rentre dans la routine. Bon, ben ça a l'air que je ne verrai pas de patients blessés par des choses ordinaires qu'on voit chez nous. Ça va être des choses spéciales comme ça. Puis on s'y adapte. On s'adapte très, très, très vite. C'est adapt or survive. Puis vous, votre équipe, c'est-à-dire vous preniez soin de votre équipe, mais
comment on prend soin de soi dans des périodes comme ça? Bien, les autres équipes, parce que ce sont des rotos, hein, c'est des équipes qui vont pour 6 mois, puis après ça remplacées par une autre équipe, par une autre équipe, par une autre équipe. Nous étions la dernière roto canadienne, c'est-à-dire canadienne en charge de l'hôpital. Il y a eu d'autres petites rotos dans l'hôpital de Canadiens, mais c'était les Américains qui étaient en charge. Alors moi, j'avais à peu près 40 de mon personnel qui était canadien, à peu près 40 qui étaient américains, de la marine et de l'armée, et à peu près 20 là, qui étaient des autres nationalités, c'est-à-dire des Hollandais, des Danois, des Russes, Ukrainiens, pas Ukrainiens, excusez, des Roumains, etc. Là. Et puis, les autres rotos avant nous, ils avaient des sessions de débriefing quand ils arrivaient après 4, 5, 6 blessés ou 7, 8, 10 blessés à la fois. Là. Ils pouvaient faire du débriefing. Nous, malheureusement, nous n'avions pas le temps. C'était, tu as eu tes 10 blessés, parfait, on t'en envoie 7 autres. Puis après ces 7 autres-là, envoie donc ton personnel. Tu sais, j'envoie mon personnel se reposer là, parce que je vais en avoir besoin tantôt. Il va en arriver 5 autres dans 2-3 heures. Donc, on n'a pas eu le temps de débriefing ou etc. Donc, quand c'était plus tranquille, ce que je faisais, je marchais beaucoup. Je me promenais dans l'hôpital, puis j'allais voir tous mes départements, puis je faisais des jokes. Et comme ça, en sachant, tu apprends à connaître ton monde. Un tel, il rit moins ce matin. Là. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ou je parlais à mon sergent-major, j'ai vu caporal un tel, là, puis ça n'a pas l'air affilé. Il dit, ouais, je l'ai vu aussi, je vais aller la voir, puis on va jaser ensemble, etc. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'aide de mon sergent-major qui était, avec lequel on était comme ça. C'est important d'avoir des belles relations. Là. Puis moi, ben, je ne m'occupais pas tellement de moi, dans le sens que je suis habitué, comme urgentologue, à ne pas donner prise à mes émotions. Il y en a eu quand même, mais tu les enterres, et puis tu dis, ben, quand je reviendrai, là, on dealera avec ça. Ouais, c'est ça. Ma boîte était pas mal grosse, puis elle était pas mal pleine quand je suis revenu. Fait que... Quand on revient, est-ce qu'on se rend compte qu'on a changé? Probablement parce que c'est nous qui sommes normaux, mais tout le reste de la société n'est pas normal. Écouter les nouvelles, ça prend quelques semaines avant d'être capable d'écouter les nouvelles, parce que tu te fâches. C'est qui ont à se plaindre? De quoi ils se plaignent, ces gens-là? Ils sont bien niaiseux. C'est get a life, trouvez-vous une vie, trouvez-vous quelque chose à faire dans la vie au lieu de vous plaindre. Alors, des choses comme ça. Des choses comme l'hypervigilance. Tu surveilles les paquets sur le bord de la route, tu surveilles les choses sur la rue, des choses comme ça. Tu évites les endroits publics. Ça m'a pris quelques mois avant d'être capable d'aller dans le public. Je pense 3 ou 4 jours après être revenu, je suis allé à une partie de football. C'était pas plaisant. Ça a été à Noël après ça, avant que je puisse aller au cinéma. Donc, ça prend un certain temps à se réhabituer. Puis il faut se donner le droit aussi oui, de vivre ça. Oui, et le tempérament, peut-être un petit peu plus, à la fois plus prime, c'est-à-dire, voyons donc, c'est que tu as à te plaindre, ou complètement indifférent. Tout va bien, puis... On s'en fout. Ah, tiens, regardons ça. La maison vient de s'écrouler avec du monde dedans. Ah, OK. Alors, donc, un mélange des deux un peu. Et puis, un peu de retrait. On est bien avec soi. On est bien avec ses chums. À peu près 2 mois avant de partir de là-bas, donc mes 2 derniers mois, j'ai toussé. J'avais fait une couple de missions en hélicoptère, puis là, tu en respires de la poussière, parce que l'hélicoptère, quand il se pose, la poussière élève. De sorte que le pilote, les 3, 4, 5 derniers mètres, il ne voit rien, là, il se pose au jugé. Et depuis ce temps-là, je toussais, puis je toussais, puis je toussais, puis je toussais. J'étais pas malade. Et puis, j'avais checké mes fonctions respiratoires, puis je toussais, puis je toussais, puis tout était normal. J'avais consulté une amie médecin, parce que le médecin qui se soigne lui-même a un con comme patient, pas un imbécile comme médecin. Alors, j'avais consulté une amie médecin, puis elle avait dit, essaye un peu de Ventolin, c'est peut-être de l'asthme. Ça n'avait rien changé. Et en revenant, j'avais demandé à consulter, à cause de cette toux-là, qui était vraiment fatigante. Et la médecin que je connaissais, donc en revenant à Québec le lendemain de mon retour, elle me demande combien de jours tu veux de congé.
J'en veux pas de congé. Hey, je vais être avec mes chums, moi. Je vais être avec mes chums qui s'habillent comme moi en vert. Puis non, je veux pas de congé. Là. Je me refondre à la maison en faisant. Non, il n'y en a pas question. Alors, on est un peu comme ça là, quand on revient. Fait que c'est une réhabilitation. Au début, ça va bien, mais à un moment donné, les cauchemars viennent, puis là, les coups de pied partent. Ma pauvre épouse a eu des coups de pied, des coups de poing. Donc, on fait plus chambre à part pour éviter ça. Tendance à boire plus aussi pour engourdir les esprits. Alors, c'est comme ça quand on revient. Puis, vous, dans le fond, ça fait combien d'années que vous êtes revenu, que vous avez vécu cette période-là? 2009, alors on est en 17, ça fait presque 8 ans. Ouais. Il y a 8 ans, j'étais là-bas, là, encore. J'étais là-bas, là. On était dans le gros, là. Parce qu'au mois de juillet puis au mois d'août 2009, là, mes Américains qui, eux, travaillaient dans le civil, là, dans les pires centres de trauma aux États-Unis, les plus gros centres de trauma aux États-Unis, dont celui-là, je pense, qui est au Maryland, là, qui couvre 4 États. Ils m'ont dit, écoute, Marc, ça se peut qu'on soit parmi les plus occupés de la Terre à l'heure actuelle, des plus gros centres de trauma de la Terre. Alors, hein, c'est cool, hein, puis on s'en tire bien, tu sais, on est bon, tu sais. Oui, parce que vous avez d'ailleurs été honoré pour votre travail en Afghanistan. C'est ça. Ils m'ont donné la médaille du service méritoire. Et le Canada a reçu une récompense. Le service de santé royal canadien a reçu une récompense de l'OTAN. Le prix, je ne me rappelle pas, c'est le nom d'un médecin de Napoléon. Parce que nous sommes le centre hospitalier qui a eu le plus haut taux de survie de toute l'histoire. Que ce soit un centre hospitalier civil ou militaire, de n'importe quelle guerre, de toute l'histoire. Si vous entriez avec un cœur qui battait, vous aviez 97 % de chances d'en sortir vivant. Alors, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le prix Dominique-Jean Larrey. Alors, c'est un médecin de Napoléon. Je ne suis pas un grand fan de Napoléon, mais son médecin, c'était peut-être un bon gars. Maintenant, vous me parliez tantôt de ce que vous viviez là-bas, en Afghanistan. Est-ce qu'il y a une petite fille qui est arrivée avec c'est-à-dire son père est arrivé avec sa petite fille? Est-ce que vous y pensez encore à cette petite fille-là, des fois? On pense à tous les enfants. Hein? On avait beaucoup d'enfants parce qu'on s'occupait aussi des civils afghans qui étaient blessés par la guerre, et dont beaucoup d'enfants. Hein? Eux autres, il n'y a pas de terrain de jeu, il n'y a pas de parc, les routes ne sont pas pavées, il n'y a pas de lampadaire dehors. Comme disait un de mes amis fantassins, écoute, c'est comme se battre dans le temps de Jésus. Alors, les gens se promènent à dos down, ils tirent les ânes tirent des charrettes, etc. Tout le monde s'en va à pied sur le bord de la route, etc. Alors, les enfants n'ont pas de jeu ni de jouets comme tel, alors ils jouent avec ce qu'ils trouvent. Des fois, ils trouvent des grenades, des fois, ils trouvent des obus. Une fois, je me rappelle d'un de mes amis, Martin Bédard, qui était adjoint médecin, qui est encore adjoint médecin, qui était dans une FOB, ce qu'on appelle une base avancée. Il était aux prises avec 6 petits-enfants qui avaient mangé parce qu'ils ne sont pas tous bien nourris là-bas. Hein, il y a de la faim aussi. Les talibans sont bien nourris, mais pas les gens ordinaires. Alors, les enfants avaient trouvé des explosifs comme du plastique, là, et ils avaient mangé ça. Et ils étaient tous en train d'arrêter de respirer un par un. Puis là, ils disaient, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, sur un autre téléphone, j'étais au téléphone avec le Canada. Puis savez-vous qu'est-ce que ça fait quand on mange du plastique ou du C4? Alors personne ne savait, parce qu'il n'y a personne qui mange de ça ici. Donc, c'est un empoisonnement. C'était quelque chose que personne ne connaissait. Fait que là, de l'autre, je l'entendais dire, attends un peu, il faut que je te laisse, il va venir intuber un autre. OK, c'est beau. Puis là, je jasais avec le Canada, puis... Alors, on voit toutes sortes de choses là-bas. Donc, oui, je pense aux enfants. Je pense beaucoup aux enfants. J'ai même écrit dans un livre un chapitre dans lequel j'avais rencontré le regard d'un enfant. Et puis, je me disais, qu'est-ce qu'ils pensent de nous autres? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces bonnes femmes-là qui ne mettent pas de voile quand ils sortent dehors, qui sentent bon, qui sont bien colleuses de petits-enfants, de ces gars-là qui se rasent tous les jours, qui ne s'habillent pas comme eux autres, qui ont tellement de stock que c'est presque des miracles. Je me rappelle d'un papa dont le fils avait le bras tout noir parce qu'il l'avait perdu, puis les Afghans avaient essayé de le rattacher à l'hôpital civil. Puis il était venu nous voir pour nous demander de faire quelque chose avec le bras de son fils.
Alors, techniquement, je ne devais pas le prendre, fait que j'ai hésité un peu. Puis pendant que j'hésitais, le monsieur, lui, pensait que j'hésitais à recoudre, remplacer le bras de son enfant. Puis là, quand j'ai dit « OK, on va le prendre », j'ai expliqué, la première chose, là, son bras, on l'enlève. Alors, le monsieur m'avait dit, mais si ça peut aider, vous pouvez prendre le mien pour le mettre à sa place. T'sais. Alors, les gens n'ont aucune notion de ce qu'on fait, là. Ils pensent qu'on fait des miracles, qu'on fait tout ce qu'on veut. Alors, c'est assez spécial. Parce que vous étiez des sauveurs, à la limite, là, pour eux. Là. Oui, pour eux autres, oui. Alors, vous avez écrit plusieurs livres. Oui. Est-ce que pour vous, c'était un exutoire? C'était une façon de libérer ce que vous aviez vécu? Probablement. Vous savez, je n'ai pas tendance beaucoup à m'auto-analyser. Les gars, on est comme ça. On a deux émotions. On file ou on ne file pas. Comme une psychologue m'a déjà dit, on va essayer de rentrer en dedans de vous, M. Dauphin, pour voir comment est-ce que vous vous sentez, etc. Puis elle a arrêté sa phrase, puis elle a dit « Si ça vous intéresse, bien naturellement. » Alors, c'était bien envoyé. Et probablement que ça m'a aidé à décrire ça. Je sais que quand j'ai commencé à l'écrire, puis que je le soumettais à la lecture, surtout de mon épouse, parce qu'on est co-auteurs ensemble sur une série de romans, elle me disait « C'est pas toi, c'est pas comme d'habitude. » Puis finalement, c'est mon garçon, mon fils aîné, parce que je l'écrivais en anglais au début, parce que je pensais que ça n'intéresserait pas les Québécois. Pour moi, les Québécois, ils étaient tous comme une certaine élite autoproclamée montréalaise des médias. Et donc, dans ma tête, le Québec au complet était comme eux autres. Vous avez eu des belles surprises. J'ai eu des belles surprises quand ça a été traduit en français, effectivement. Je pense que j'en ai vendu plus en français qu'en anglais. Et donc, j'avais soumis les premières versions comme ça à mon fils aîné, qui m'avait dit « T'es trop cynique, papa, t'es trop dur, t'es trop... C'est comme si t'étais en colère. » Alors, j'ai révisé mon style, et puis ça a pris 2-3 ans avant que je sois capable d'arriver au bon ton. J'ai une amie qui m'a dit ça aussi à un moment donné. Elle dit « Puis, t'es-tu en train d'écrire ton livre? » J'ai dit « Oui, mais j'ai de la misère à trouver le bon ton. » Puis c'est elle aussi, elle avait dit « Ouais, elle dit « T'es sans doute trop cynique. » Elle dit « Ça nous fait tout ça, l'Afghanistan. » Alors, effectivement, oui. Puis c'était une infirmière, là, une bonne infirmière avec une grande âme. Là. Puis elle m'avait regardé un petit peu tristement. Puis elle disait « Ouais, ça nous fait tout ça, la guerre. » Alors. Quels sont les projets pour Marc Dauphin? Présentement, j'ai renoncé à pratiquer la médecine parce que le temps que j'étais là-bas, les 6 mois où j'ai été là-bas, j'ai été constamment sur l'adrénaline, jour et nuit, 7 jours par semaine, pendant 6 mois à peu près, sans arrêt. L'adrénaline, ça, on vient de découvrir ça, là, avec les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Je sais qu'on n'est pas allé en Irak, nous, mais on a fait quand même des recherches avec les Américains là-dessus. Et trop d'adrénaline, trop de cortisol pendant trop longtemps, ça brise certaines structures dans le cerveau qui sont responsables de la fabrication de la mémoire et des émotions. Et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle un stress post-traumatique, qui diffère du stress post-traumatique civil, où j'ai eu des patientes, quand je pratiquais au civil, par exemple, la caissière qui se fait accoter le couteau sur la gorge puis traîner en arrière avant de se faire voler ou autre chose. Donc, c'est un événement, il est très précis, c'est un événement traumatisant, etc. Mais nous, on a été exposés à plusieurs événements violents, traumatiques, etc. Mais notre vie... oui, a été menacé à quelques reprises, et on a passé proche d'y passer quelques-uns d'entre nous à quelques reprises, mais ce n'est pas un stress post-traumatique là, classique, là, comme on voit là, dans le civil. Donc, ça a été dur à accepter, et le fait que j'avais de la misère à me former des nouveaux souvenirs. Tantôt, vous m'avez demandé ce que j'avais mangé au petit déjeuner, puis il a fallu que je me concentre en sifflette pour vous répondre. Pourtant, ça fait juste quelques heures. Donc, je ne me voyais pas pratiquer la médecine. Je me trouvais peut-être un peu dangereux. Alors, j'en ai parlé avec un de mes amis ça donne être le président du Collège des médecins. Puis il m'a dit, non, tu fais bien, on va te donner une licence restreinte. C'est-à-dire que tu peux travailler dans des dossiers médicaux, tu peux faire des choses comme ça, mais pas de contact avec les patients. Fait que je suis comme ça. Donc, l'avenir se compose
terminé la série de romans que j'ai commencé avec mon épouse. Il y en a 3 publiés, il en reste 4 à publier. Je suis en train de renouer avec la peinture, donc j'apprends tout le temps. Je pense que tout le monde, tous les créateurs apprennent quotidiennement. Et puis j'ai de la musique aussi que je veux écrire. Alors, des choses comme ça. Dans ma recherche d'adrénaline, j'ai essayé la politique. Je me suis présenté aux élections de 2015 comme conservateur dans un comté qui est très socialiste. Alors, ça a été très intéressant, par exemple. Ça m'a fait rencontrer un paquet de gens très intéressants et vraiment, j'ai bien aimé ça. Maintenant, je ne suis pas un politicien. J'ai trop de balance, je vois trop la vie en gris et non en blanc ou noir. Je disais, bon, ben, un tel, même s'il n'est pas de mon parti politique, là, c'est bon ce qu'il fait. Non, non, tu peux pas dire ça, Marc. Tu sais, c'est... Exactement. Oui, alors, les lignes, les fameuses lignes de parti. Alors, mais j'ai encore beaucoup d'amis en politique, puis je corresponds avec eux autres. J'ai des chums qui sont des 2 côtés de la Chambre des communes. Alors ça, c'est intéressant aussi. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'économie, je m'intéresse beaucoup aux événements qui se produisent présentement. Je suis coprésident, directeur général d'une compagnie de renseignements médicaux pour les soins à apporter aux gens qui ont été victimes d'armes chimiques, bactériologiques, radiologiques ou nucléaires. Donc, je travaille un peu là-dedans. Cette compagnie-là a formé un organisme sans but lucratif qui s'appelle Up Body Check ou Opération Compagnon d'armes, pour venir en aide aux itinérants qui sont des vétérans. Absolument. Donc, on essaye de les aider avec ça. Alors, je suis passablement occupé. Puis, je m'occupe aussi des vétérans qui ont des problèmes avec Anciens combattants Canada, parce que j'avais une expérience dans le civil de médecine un peu légale, c'est-à-dire compagnie d'assurance, CSST, Société d'assurance automobile du Québec, etc. Donc, je m'occupe encore de ça. Je donne moins là, maintenant, mais je donne encore des conférences, par exemple, des organismes policiers, des organismes municipaux. La ville de Longueuil m'a demandé à quelques reprises d'aller leur donner des conférences sur la résilience ou sur ce qu'on a fait en Afghanistan. Je m'adresse à des unités militaires aussi, des fois. J'ai fait un peu de formation aussi en médecine de l'air, donc comme civil, là, mais pour aller aider à former les prochains médecins de l'air. Donc, je m'occupe. Vous êtes encore bien occupé, oui. En terminant, si vous aviez un message à livrer à nos vétérans qui sont chez eux, qui souffrent d'isolement ou qui n'ont pas accepté leur situation. Je leur dirais, « Hey, la gang, ouais, toi, buddy, ou toi, madame, il n'y a pas de petit switch qui s'active dans notre cerveau pour dire « Hey, tu souffres d'un stress post-traumatique ». On ne se réveille pas un matin pour dire « Hey, je souffre d'un stress post-traumatique ». C'est pas comme de la fièvre. De la fièvre, c'est tu te réveilles un matin et tu dis « Mon Dieu, je pense que je fais de la fièvre ». Mais il n'y a pas de petit switch dans notre cerveau pour le stress post-traumatique. Et c'est seulement quand on s'aperçoit qu'on a moins de fun dans la vie, qu'on cherche à s'isoler, qu'on fait des accès de colère ou qu'on consomme trop, soit de l'alcool, soit des drogues, puis que ça va pas, là. C'est là qu'il faut demander de l'aide, puis c'est là qu'il faut commencer à aller voir nos chums. Première chose, demandez à vos chums. Demandez-moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Donc, il n'y a pas de problème, on va tous s'aider. Je suis dans la Légion royale canadienne aussi. Pourquoi? Parce que c'est le seul organisme qui est mandaté par le gouvernement fédéral pour s'occuper des vétérans et parler en leur nom au gouvernement. Donc, ça nous ouvre une porte légale pour aller confronter directement les anciens combattants. Et je continue toujours à travailler pour les anciens combattants. Évidemment, quand c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir, j'avais mes accès au ministre des anciens combattants, M. O'Toole. Maintenant, là, ce n'est plus possible. Mais je veux quand même être capable de rejoindre M. Hare. On va jaser ensemble. Comme j'ai pu jaser avec M. Sajjan, le ministre de la Défense nationale, à propos de certains sujets. Fait que non, j'ai encore mes entrées là-bas. Monsieur Dauphin, merci encore. Ça a été vraiment très intéressant de discuter avec vous. Dominique, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et puis j'espère que ça peut aider des gens. J'en suis persuadée. Merci. Merci à vous.
Aujourd'hui, je m'entretiens avec Valérie Beaulé, propriétaire de Valérie Beaulé Massothérapie Orthothérapie. Valérie nous parle des raisons qui l'ont amenée à moduler ses services pour les militaires et les vétérans. Valérie Beaulé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée. Valérie, quels sont les principaux services que vous offrez à la clinique? Principalement la massothérapie, la kinésithérapie et l'orthothérapie. C'est massage de détente, massage thérapeutique. On offre les massages femmes enceintes aussi. Nous offrons un massage bébé, réflexologie aussi. On offre les soins de pierre chaude, massage aux pierres chaudes, massage au coquillage chaud, massage au bambou. On spécialise vraiment un large pour ramener plus spécifique à chaque personne par la suite. Puis on a aussi des formations en massage sportif et taping. Et quelqu'un qui veut s'offrir un massage, mais par exemple nos militaires, nos vétérans, mais qui connaissent pas trop là, la différence entre chaque massage, comment vous pouvez les conseiller? Donc, quand le militaire arrive, je fais un bilan de santé avec lui. On vérifie tous les aspects au niveau de la santé en général, mais aussi la santé physique. Donc, est-ce qu'il y a eu des blessures, traumatismes, etc. Et je peux évaluer à ce moment-là pour me monter vraiment un bon massage, pour vraiment y conseiller quoi faire comme massage, que ce soit juste, exemple, massage du dos parce que c'est là que je vais me concentrer. Il y a mal aux jambes, il y a mal aux genoux. On va combiner le dos, les jambes pour compléter le 1 heure du massage complet. Valérie, qu'est-ce qui vous a amené à spécialiser vos services pour les militaires et les vétérans? En fait, je trouve que c'est une clientèle qui est souvent stressée en premier lieu. On parle souvent de choc post-traumatique dans leur métier. Donc, moi, ce qui m'a amené à me spécialiser avec eux, c'est de pouvoir les aider à gérer un peu mieux ce stress-là. On parle aussi de beaucoup de blessures. T'sais, ils font beaucoup d'entraînement avec les rats-de-sac, ils font beaucoup de courses, ils s'entraînent énormément. C'est des gens qui sont tendus au niveau du dos, des douleurs aux genoux parce que le poids qui pèse sur eux est plus que juste leur poids à eux. Donc, souvent, ils ont des blessures un peu plus profondes, un peu plus sérieuses. Donc, moi, ce qui m'amène à faire ça, c'est pouvoir aider à tous les niveaux, au niveau du stress, au niveau psychologique, au niveau physique aussi. En fait, c'est comme un complément, je pense, avec toute la médecine alternative qu'il y a dans tout, là. Et est-ce que c'est plus au niveau du massage ou de l'orthothérapie que vous les aidez? En fait, c'est un complément. Le massage vient avec l'orthothérapie. On ne peut pas juste faire de l'orthothérapie, ça serait comme un peu aller chez le chiro, puis on ne veut pas nécessairement juste ça. On va aller chercher un complément en massothérapie avant. Un soin d'orthothérapie, c'est un soin qui va durer quand même 60 minutes. Donc, on va traiter, on va masser, on va réchauffer la musculature, puis ensuite de ça, on va aller faire nos corrections avec l'orthothérapie, corrections au niveau des petites mobilisations articulaires. On va aller faire des corrections au niveau de la posture en général, voir qu'est-ce qui se passe, des blessures à long terme. Donc, c'est vraiment quand même une évaluation sur 60 minutes. Et vous avez beaucoup de militaires et de vétérans qui vous consultent? Oui, quand même. Bien, je suis située à Val-Bélair, en fait. Fait que je suis située vraiment à la limite de la base militaire. Donc, moi, j'ai beaucoup de références avec les militaires. Puis, j'ai un collègue qui, tout récemment, vient de s'ajouter à ma clinique. Sébastien, lui, c'est un militaire présentement. Et il fait une réorientation de carrière. Donc, il veut aider les gens, lui aussi. Puis, il va m'apporter une nouvelle clientèle. Puis, il va s'apporter une nouvelle clientèle à lui aussi. Ses collègues de travail vont pouvoir venir le voir. Fait qu'on travaille avec... la majeure partie de ma clientèle, c'est des militaires, oui. Dans le fond, vous travaillez en collaboration avec les autres professionnels qui viennent en aide aux militaires et aux vétérans? Oui, exactement. C'est sûr et certain que j'ai un champ d'action qui est spécifique à la massothérapie. Si un problème déroge de mon champ d'action, je vais référer, exemple, avec un physiothérapeute, un chiropraticien. On n'a pas de problème à référer et je pense que c'est ça qui fait notre force dans la vie de chacun des pratiquants d'une médecine alternative, c'est de pouvoir référer aux autres quand c'est en dehors de notre champ d'action. Il y a bien des choses que je peux faire, mais il y a bien des choses que je ne peux pas faire et que je me verrais mal les faire si c'est pas dans mon champ d'action. Tu sais, je veux pas commencer à faire des choses que je ne peux pas faire.
Puis à ce moment-là, est-ce que vous pouvez référer la personne chez d'autres professionnels? Oui, j'ai quand même une liste. Moi, c'est sûr que moi, j'ai des listes de Val-Bélair, Valcartier, Shannon et ces alentours-là. Mais quelqu'un me dirait, je m'en vais à Montréal, as-tu des références? Je suis capable d'en trouver. On a un site Internet, les massothérapeutes, pour trouver d'autres massothérapeutes dans d'autres régions. Donc, c'est sûr qu'on a une grosse liste là, de plein de références professionnelles pour nos militaires, justement. Valérie Beaulieu, merci beaucoup de nous avoir accordé une entrevue. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ici Michel Martin. Je me trouve à la résidence Les Jardins du Campanile à Shawinigan, où je m'entretiens avec Marcel Girardot, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Girardot, merci beaucoup de nous recevoir. C'est très gentil de votre part et c'est surtout un honneur. Moi aussi, monsieur. Vous êtes une surprise pour moi. Ben, je suis heureux. Dites-moi, vous êtes un vétéran de l'armée canadienne. Oui. Comment ça a commencé tout ça? Ben, ça a commencé que j'ai reçu un téléphone des gens de l'armée pour me dire que j'étais d'âge pour aller dans l'armée. Là, on est en 1941. 41. Alors, j'ai informé mes patrons. Et puis, je suis parti. Et puis, je me suis allé à Sherbrooke. Pour suivre votre cours d'officier? Non, mon cours d'officier est en 1942. OK. J'ai tous mes diplômes ici, j'ai tout ça, ces choses-là. Donc, à Sherbrooke, c'est le premier entraînement, c'est le... Ouais. OK. Comment ça se passe? Ça se passe bien parce que j'ai eu, comme on appelait ça dans ce temps-là, excusez l'expression, une banane. Parce que j'en ai eu 2. Mais il y avait un commandant, là, Eugène Nantel, qui s'appelait, un lieutenant-colonel retiré du département de la Malle, la poste. Et ce bonhomme-là était bilingue. Puis, quand il a lu mes documents, il a dit, avec un monsieur Saint-Yves aussi, on était 2. Il nous a fait demander dans son bureau, puis il nous a dit qu'il y avait de l'ouvrage pour nous autres. On se demandait ce qu'il voulait qu'on fasse. Avant lui, il y avait un Toronto Scottish comme commandant, un major, qui ne parlait pas français, parce que dans le canton de l'Est, il y avait pas mal d'anglais qui étaient, bon, peut-être pas tout anglais, mais il y en avait beaucoup. Alors, il m'a dit, tous les ordres de l'armée que nous avons ici au régiment sont tous en anglais. Et ça fait déjà une couple d'années. Moi, il dit, je ne suis pas satisfait de ça. Je veux que tout ça, ça soit mis en français. Puis à l'avenir, je veux que tout paraisse en français et en anglais. Et c'est là qu'il nous a pris. Il nous a donné une chambre pour nous autres. Puis on travaillait 8 heures par jour. On mangeait là qu'on voulait, on dormait là qu'on voulait. Puis, en tout cas, on a tout mis ça en français, ça. Ça nous a pris un bon bout de temps. Donc, ça a été un peu votre entrée en matière de l'armée. Bien, j'étais caporal, puis je faisais de l'instruction un peu, puis je commençais à aimer l'armée pas mal. Alors, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi faire que je ne serais pas capable de faire d'autres choses que ça, moi, il me semble, parce que ça faisait tout ça. Tout à coup, il nous demande, il dit, M. Girardot, il dit, je pense que va falloir quitter votre travail parce qu'il dit, je vous envoie pour suivre un cours d'officier. Étant donné que j'étais bilingue et tout ça. Ah, moi, j'ai resté assez surpris que même le mot officier, ça ne me disait pas grand-chose. Et tout de même, je suis parti pour Brockville, puis j'ai fait mon cours, Saint-Jérôme, puis ainsi de suite. Puis je suis devenu un lieutenant. Puis dans le fond, vous étiez un un officier de liaison. Oui, ni plus ni moins. Okay. J'avais trouvé un mot qui est assez pratique pour... Puis vous êtes allé évidemment en Europe? Je faisais voyager seulement. C'est-à-dire que vous faisiez la navette entre les deux? Oui. OK. Puis quelle était votre tâche principale? Bien, je m'occupais en dernier, là, quand je suis allé là, tous les bateaux qui emportaient le matériel pour suffire à tous ceux qui avaient débarqué, ça leur prenait du matériel. Alors moi, j'étais responsable d'une partie de ce matériel-là, l'envoyer en France. Puis ça partait par camion, par-ci, par-ça, pour les troupes qui s'en allaient vers l'Allemagne, la France, la Belgique, tout ça,
la Hollande. Puis moi, je revenais. C'était ça mon travail en dernier. C'était quoi l'atmosphère à l'époque? Parlez-nous-en un peu. Vous aviez... Oh, j'ai encore 2 amis du temps en France. Que vous... J'ai mis sur toutes les petites notes que j'ai prises là, sur mon bureau. Je vais peut-être aller les chercher, là, parce que je ne voudrais pas l'oublier. Mais j'avais 3 couples. En France, ils s'appelaient des remoissonnais à Dijon. C'est des soldats, ça. OK. Et puis, les autres, c'était Marcel et Paul Thiriet. Ils restent à Rumilly. Eux autres, ils sont très âgés, mais ils sont encore en France. OK. On Vous communiquez encore Oui. toujours avec eux autres? Oui. Puis, Daniel, il est décédé une couple d'années. Puis les autres, c'est Rémi et Denise Bocolet, Mambo. Ils ont décédé les 2. OK. Ben, c'est tous des gens Des gens que vous avez connus à l'époque? de mon âge, oui, que j'ai connus. Parce que eux autres, le Bocolet Mambo, ils étaient à Calais. C'est à Calais que je traversais. OK. Juste en face, je traversais juste la Manche en bateau. Puis après ça, je retournais. Est-ce qu'il y a de vos amis qui se sont enrôlés aussi dans l'armée à l'époque? Oh! J'en connais plus. Non. Non, c'est là. C'est dans ce temps-là, avoir des amis à la même place, j'en avais pas. Je voyageais trop. Puis ceux qui ont fait le même cycle que moi pour devenir officier, j'ai juste des portraits dans mon... Dans votre... part, là. OK. Et puis c'est tout ce que j'ai, mais des noms, c'est fait. Vous disiez... Il y a juste le monsieur que je vous ai parlé, Saint-Yves, me semble, je vous ai dit. Qui reste à grand-mère maintenant? Non, celui que je vous ai nommé, là, qui parlait anglais comme moi. Là. Oui. Bon, c'est juste le seul que je retiens de mémoire. OK. Les autres, vous savez, les autres partaient pour ça. Je les voyais plus. J'ai été beaucoup de fois aussi que j'ai pris des grosses troupes de soldats pour les envoyer dans l'Ouest, pour les parachutistes, par exemple. À Wainwright? Suivre des cours, oui, tout ça, dans l'Ouest. Mais vous disiez tantôt que vous aviez pris goût à l'armée. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez dans l'armée? Ben, moi, j'ai de caractère. J'étais un gars qui était pas mal comme ça. Puis mes 2 fils ont été dans la gendarmerie royale. Ça peut vous donner une petite idée. OK. Ils sont pensionnés toute l'été. OK. Mais ces années-là dans l'armée, dans le fond, vous ont permis de découvrir un peu le monde aussi, hein? Ben oui, c'est entendu. On n'avait pas le choix. Il fallait les rencontrer, il fallait les voir. Puis, quand on était 21, 22, 23 ans, là, j'avais pas l'attitude dans ce temps-là que j'ai aujourd'hui. C'est plus pareil. Les raisonnements ne sont pas les mêmes. Puis en fin de compte, on vieillit avec le temps. On suit le temps, puis on vieillit avec. Puis vous avez fini votre service militaire en 1946? Oui, et 45. 45? Oui. Mais vous êtes resté de toute façon... Dans la réserve. Dans la réserve? Oui. Vous avez été dans le régiment de Joliette, je crois? Oui. C'était le premier que j'ai fait quand je suis sorti de l'armée. Parce que le bel téléphone m'a transféré à Joliette. Parce que où je travaillais avant, il y avait des femmes qui nous avaient remplacés. Et puis, je me souviens plus, le travail que je faisais, là, c'était de l'installation de téléphone, tout ça. Il y a toute une séquence là-dedans que je me souviens, mais ça n'a pas aucun rapport avec ce qu'on discute présentement. Alors, je suis allé à Joliette, puis de Joliette, j'ai été 16 ans. Et puis, j'ai été transféré du Bel. J'ai laissé le Bel parce que quand je suis revenu à Joliette, j'étais comme militaire qui revenait. J'étais trop, qu'on aurait dit. OK. Parce qu'on s'occupait beaucoup de moi. J'étais un vétéran. Dans ce temps-là, les vétérans, c'était quelque chose. Hein? Nous autres, Vous réalisiez pas ça à l'époque? Pas du tout, mais les autres, le public, ils le savaient. OK. Puis j'étais dans la Légion canadienne aussi. C'est la Légion canadienne, j'ai 71 ans. Fait que j'étais là, certain. Et puis, de là, je suis parti ensuite de ça pour... bon, je vais le laisser faire. Repentigny? Non, je suis allé à Shawinigan.
OK. Ils m'ont transféré à Shawinigan le 3 juillet 1961. J'étais encore à Shawinigan. J'ai pris ma retraite le 31 mai 1983. Puis vous travaillez pour la Shawinigan Water and Power, qui est devenu en Hydro-Québec. 62-63 par rapport à René Lévesque. OK. J'aimais pas ça. Moi. Non, vous n'avez même pas ça? Non, on est Comment ça? Expliquez-moi ça. Ben, c'est parce que, nécessairement, on était bien avec ma compagnie. Puis s'en allait avec Hydro-Québec, on ne savait même pas qu'elle existait. Ça ne portait pas ce nom-là dans ce temps-là. Alors, ça nous a fait mal. Puis c'est devenu Hydro-Québec après. Puis vous avez travaillé pour Hydro-Québec jusqu'à votre retraite en 83, je Oui. crois? OK. En 1983. Vous êtes dans la Légion depuis 51 ans? Dans la Légion? Oui. 71 Non, ans. dans la Légion? Oui, 71 ans dans la Légion Dans la Légion, OK. canadienne. Oui. Donc, dans la Région, 61 ans, mais dans la Légion, 71 ans. La fameuse médaille que je vous ai parlé, là, c'est la Légion qui me l'a fait avoir. OK. Celle du mérite du service militaire. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir été dans la Légion? Puis de vous occuper de la Légion? Bien, c'est parce qu'on rencontre des amis, des amis, et on fréquente les autres légions aussi. Et puis, quand vous partez, quand je vais à différents pays, surtout dans les pays où ça parle français, dans le Canada, je cherche toujours s'il y en a une filiale, puis j'en trouve tout le temps. Même à Iqaluit, qui s'appelait Frobisher Bay dans ce temps-là, et il y en a une là. Il y a une Légion à Frobisher Bay, à Iqaluit. Elle est partie, ils l'ont transférée au nord, en Russie, au nord, dans l'ouest, comme Madame l'a nommé tout à l'heure. En Islande? En Islande. Non, à l'autre bout, comme l'a nommé tout à l'heure. En Alaska? En Alaska. Au OK. nord de l'Alaska. Oui. Celle qui était là, à Frobisher Bay, ça s'appelle aujourd'hui Iqaluit. Bien, ils l'ont pris là, puis ils l'ont mis là. Le Rotary, il l'a mis là. Puis ici, dans la région, vous occupez toujours de la Légion, je crois? Oh oui, oh oui. Oui. Toujours. Quelles activités vous faites? Bien, des activités dans la Légion ici, on s'occupe d'abord de nos militaires. Et puis, nous autres, la Légion ici, on s'occupe beaucoup de personnes âgées. C'est en partie de ça. Mais on a toujours le côté du régiment. On a les cadets, les ci, les ça. On n'arrête pas. On n'arrête pas. À votre avis, les militaires aujourd'hui ont-ils autant de reconnaissance que vous n'aviez à l'époque? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Dans la Légion, on essaie d'avoir les jeunes qui sont au régiment, là. Puis, quand même, je pense qu'on a un ou deux. Ah, ça les intéresse pas, qu'on dirait. J'emploie ce mot-là, mais je leur ai pas demandé s'ils étaient intéressés ou pas. Mais on les a pas avec nous autres, puis pourtant on aimerait bien ça. On est au régiment, nous autres, notre lieu de résidence. On est un endroit, partie du régiment même. On a un bureau là, puis on se réunit là. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intéressés? Bien, aujourd'hui, la mentalité, si je peux employer ce mot-là, c'est pas comme avant. Ça ressemble pas à la mienne quand j'avais leur âge, 22, 23. On a 17, 18 ans, jusqu'à peu près 30 ans, les plus vieux. Mais dans le milieu où on vit présentement, c'est pas pareil comme... on est réellement en paix. Parce que dans le fond, le service militaire, c'est plus la même chose que c'était à l'époque, d'une part. Non. Non? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui... J'ai été instructeur longtemps dans le régiment. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quitté le régiment pour prendre ma pension. Mais par contre, je regarde quand je vais à la Légion, je suis toujours costumé. Puis les jeunes soldats sont là. On les impressionne. Ils connaissent notre valeur. Ils sont très reconnaissants pardon, envers nous autres. Mais par contre, c'est tout. C'est tout.
Ils nous posent pas de questions, jamais, c'est bien rare. Puis, eux autres, ils s'en vont à l'école, puis encore, puis ils vont au cégep, ces choses-là. Est-ce qu'on vous invite des fois à aller faire des conférences ou parler de votre passé militaire? Non, ça m'arrive pas. On vous invite pas. Je suis persuadé qu'à partir de maintenant, on va vous reconnaître. Ben, puis on va il vous faudrait inviter. qu'on m'inviterait dans un club social, quelque affaire comme ça, mais non, je n'ai pas eu l'occasion encore. Parce que Malgré qu'on est bien connu. Moi, je vais à l'école anglaise, à le jour de l'armistice, ça fait des années, mais c'est la seule école. Puis là, il commence à y avoir d'autres écoles canadiennes qui nous invitent depuis 2-3 ans. Des écoles Mais avant francophones? ça, ils ne nous invitaient pas dans les écoles pour les enfants. J'ai des portraits avec les petits-enfants, tout ça. On aime assez ça, nous autres. Il y en a 150, 200, c'est toutes les petites pattes croisées, là, puis il y en a. On voit tout ça, puis ils nous mangent les yeux, puis ils viennent tous nous dire bonjour à la fin. Puis c'est une belle journée qu'on passe là. Mais C'est l'école anglaise, c'est pas pareil. Puis ça, c'est- parce qu'ils enseignent les deux langues à l'école anglaise. Il y a plus de petits bonhommes qui parlent français qui apprennent l'anglais que les Anglais qui apprennent le français. la reconnaissance des militaires est plus élevée dans le reste du Canada qu'au Québec, malheureusement. Oui, vous avez raison. Ça, on s'en aperçoit parce qu'on n'a qu'à regarder la revue de la Légion. Puis quand on la rouvre, on voit que le Québec, il ne paraît pas beaucoup là-dedans. Mais les maritimes, l'Ouest, tout ça, là, c'est plus fort. Pensez-vous qu'on devrait enseigner notre passé militaire à l'école? Bon, je pense pas que ça pourrait... on pourrait l'enseigner, mais est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont s'en souvenir longtemps? Parce que les militaires d'autrefois, là, Il n'en reste plus beaucoup, hein? non. Vous avez les régiments de Maisonneuve, Fusilier Mont-Royal, tout ça. Ça existe en petit à Montréal. Mais on n'entend jamais parler seulement. On en a entendu parler dernièrement à cause du 75e anniversaire de Ouais. Dieppe, là. Ouais, ça, Mais c'est- en effet, vous avez mais raison. ça prend des occasions comme ça pour renouveler la mémoire. Parce qu'être en service sans mémoire, ça ne marche pas. En tout cas, chose certaine, la vôtre est tout à fait allumée. Merci beaucoup, M. Girardeau. Ça a été un honneur de vous avoir en entrevue. Ah, ça m'a fait plaisir, monsieur. Ils disent que l'élément surprise est toujours le meilleur.